Bon, on va débuter, puis si d'autres personnes arrivent, elles prendront les choses en route. Donc, bonsoir à toutes et tous et merci de votre présence. Donc, ce soir, nous allons évoquer les raisons de s'indiquer et son corollaire, comment choisir son syndicat. C'est pour ça qu'on a invité les représentants et les représentants des différents syndicats de journalistes. Avant de vous présenter nos intervenants et nos intervenantes et de leur laisser la parole, je vais commencer par un petit préambule. Il est évident que la profession vit une période cruciale, violente sur le plan économique, difficile sur le plan des luttes sociales, avec des attaques sans précédent sur le plan politique. On voit bien les différentes lois qui se profilent. Pour toutes ces raisons, il nous a semblé important de lever un peu la tête du guidon et de nous rappeler que seuls nous sommes fragiles sans défense et que l'intelligence collective, que la force du groupe représente les seules réponses face à l'arbitraire. La précarité, la difficulté à s'organiser, ça date pas d'hier. En 1934, l'historien George Well analysait le tournant qui a mené les journalistes vers la précarité d'un salarié dans son livre Le Journal. La première tentative de syndicat date de 1905 avec le syndicat général des journalistes professionnels. Et dès 1935, le JO, le journal officiel du 29 mars, établissait l'indemnité d'un mois de salaire par année d'ancienneté et la clause de conscience et la convention collective des journalistes. Donc, tout ça pour dire que, toutes ces informations, on les retrouve tout en détail, elles ont été retracées pour les 100 ans du SNJ par l'historien Christian de la Porte, a été édité en 2018, et c'est très intéressant. Tout ça pour nous rappeler que les luttes et les attaques de la profession, elles ne datent pas d'hier, que les journalistes ont des droits et des devoirs qui sont inscrits dans la charte de Minuit de 1971 et que la profession est régie par la loi du 29 juillet 1881. Donc, ce soir, nous allons nous interroger sur nos droits, mais aussi comment exercer ses devoirs dans cette période. On voit bien qu'il devient très, très difficile avec notamment le nouveau schéma du maintien de l'ordre et les lois en préparation. Qu'être un journaliste sur le terrain, c'est pas toujours simple. Que juste de défendre la liberté d'informer ne va pas de soi. Il faut batailler pour plein de choses, comme rappeler qu'il n'y a pas de délit de blasphème en France. Donc, nos 4 intervenants, ils vont prendre la parole à tour de rôle pour nous présenter un petit peu ce qui motive l'existence des syndicats et puis les spécificités des syndicats. À mon sens, l'important, c'est d'être syndiqué, mais il y a quand même différents syndicats parce qu'ils ont des différences. Donc, on va commencer, dans l'ordre institutionnel, on va débuter avec Dominique Pradalier pour le SNJ. Ensuite, il y aura Pablo pour le SNJ-CGT. Ensuite, la CFDT avec Élise Descamps. Élise Descamps, pardon, Élise, j'ai un petit trou. Et FO avec Tristan Mal. Voilà. Donc, je vous laisse parler et vous expliquer un petit peu ça. Merci. Merci beaucoup, Céline. Bonjour à toutes et à tous. Et merci pour cette invitation extrêmement agréable pour pouvoir un tout petit peu parler de ce dont on ne parle quasiment jamais en France, c'est-à-dire des syndicats et de leur fonctionnement. C'est une omerta sur les syndicats. Ils sont décriés. On dit qu'ils sont intéressés, on dit qu'ils sont vendus, on dit qu'ils sont peu actifs, on dit qu'ils sont intéressés, etc. Enfin, je veux dire, cela fait quelques dizaines d'années que les employeurs et surtout leurs représentants ont réussi à imposer dans les médias l'idée que le syndicat, c'était quelque chose de dangereux. C'était quelque chose de dangereux. Et comme l'a rappelé tout à l'heure Céline dans sa présentation, c'est l'intelligence collective qui prime. C'est l'intelligence collective. Et qu'on l'appelle association, coordination, union, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
en 1918 en ce qui nous concerne, en pleine guerre, c'était quand même gonflé. La profession s'est réunie pour dire ça suffit, il faut qu'on avance, il faut qu'on s'organise, qu'on organise notre profession. D'où la loi de 1935, ça ne s'est pas fait en un jour, qui est dans le Code du travail, c'est une loi d'exception et qui protège la profession. Et non seulement elle protège la profession, mais surtout, elle a permis qu'il y ait pour les journalistes une conscience professionnelle légale, avec une clause de conscience. C'est très rare dans les pays, même en Europe, c'est pas si courant que cela. Et si nos anciens ont mis 17 ans à l'obtenir, c'est vraiment une réussite absolument remarquable. Intelligence collective, donc, c'est ça qui compte. Une profession n'existe pas si elle n'a pas d'intelligence collective. Maintenant, comment ça fonctionne un syndicat? Alors, chacun vous dira. En ce qui concerne le SNJ, par exemple, nous n'avons pas de permanent, aucun. Nous le refusons. Nous sommes tous dans nos rédactions et pratiquons le militantisme en plus. C'est quoi être militant? Eh bien, c'est porter la parole des autres, des plus précaires, des plus menacés, des plus timides parfois. Eh bien, pour ce faire, les militants en question et les militantes, bien sûr, prennent beaucoup de coups, sont licenciés, sont mis au rencard, sont montrés du doigt, sont mal considérés, sont bloqués dans leur carrière professionnelle bien souvent. Mais ils acceptent cependant de le faire pour le bien commun et pour le bien de la profession. Et c'est vrai qu'on dit souvent, si les salariés ont besoin d'un syndicat, les journalistes ont besoin du SNJ. Alors bien sûr, je ne veux pas du tout jeter le discrédit sur mes confrères et consoeurs des autres organisations que je respecte infiniment. On a le choix. Chacun choisit en fonction de ses goûts, de ses volontés, de ses désirs, de ses possibilités. Et tout va très bien, on travaille dans le même sens. Donc, tant qu'on travaille dans le même sens, tout va bien. Un petit mot sur le contexte 2021, qui est un contexte dramatique, non seulement pour la profession de journaliste, mais pour les citoyens de notre pays. En 2015, quand la rédaction de Charlie Hebdo a été massacrée, il y a eu des professions de foi dans le monde entier, des soutiens extraordinaires qui nous ont été adressés de toutes parts, même des plus petits pays, même des plus petites associations pour la défense de la liberté d'expression, pour la défense des journalistes dessinateurs. Il y a eu même une manifestation grandiose où, main dans la main, des chefs d'État et de gouvernement proclamaient leur attachement à la liberté d'expression. Eh bien, quelques mois après, c'est-à-dire au mois de juin, première loi liberticide, la loi renseignement. La loi renseignement qui permet aux services de nous écouter, d'enregistrer nos données, de les capter, de les vendre, de les céder, de les garder ad vitam aeternam, de nous géolocaliser, nous et surtout nos sources, car la protection des sources des journalistes est dans la loi française depuis le 4 janvier 2010, rédaction à laquelle on a plus que collaboré. Et donc, géolocaliser nos entourages et nos sources, donc éventer le secret de la protection des sources, sans aucun contrôle du juge judiciaire, et sans qu'on le sache, sinon c'est pas drôle. Voilà ce qu'a donné les belles professions de foi des gouvernants du monde entier sur la profession de journaliste. Après, eh bien, depuis cet automne, nous sommes sous un feu roulant de textes particulièrement gravissimes contre toutes les conventions, y compris les conventions internationales, contre la Déclaration française des droits de l'homme,
liberticide, c'est quoi ces textes? Le schéma national d'ordre, du maintien de l'ordre, la proposition de loi sécurité globale, des décrets sur lesquels on pourra revenir, je ne veux pas être trop longue dans une première exposition, et la loi séparatiste. Voilà tout ce que les syndicats, dont le SNJ, qui est co-créateur de la coordination contre la loi sécurité globale, qui a mis dans la rue jusqu'à 500 000 manifestants, voilà ce que les syndicats apportent à une profession et à des citoyens. En tout cas, c'est ce que nous essayons de faire. Merci. Merci Dominique. Pablo. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Pablo Equiel, je représente donc le SNJ-CGT, dont je suis secrétaire général adjoint en charge de pigistes et des pigistes précaires et de l'international. Alors, nous, on a une particularité, une différence avec le SNJ, c'est qu'on fait partie d'une confédération des travailleurs. Donc, disons que ce que porte le SNJ-CGT, c'est que le journaliste est d'abord un travailleur comme les autres, et donc on fait partie de la CGT, la Confédération Générale des Travailleurs, où on est au milieu d'autres travailleurs. Je ne vous présente pas la CGT, 600 000 adhérents, tous les corps des métiers, etc., etc. D'ailleurs, je vous raconte une anecdote parce que vous connaissez le SNJ-CGT, mais il nous arrive, nous, d'avoir des formations dans le centre de formation de la CGT une fois par an. Depuis quelques années, j'organise, disons, la logistique de ces formations. Et donc, on se retrouve une semaine avec d'autres CGTistes en formation. Et tous les ans, nous devons expliquer à d'autres CGTistes que oui, il y a des journalistes à la CGT, parce qu'on est un petit syndicat au sein de la CGT, pas nécessairement connu de tout le monde. Et donc, dans notre organisation, on est il y a des journalistes dans tous les secteurs, audiovisuel, presse écrite, web et radio, évidemment, etc. Puis je rejoins Dominique, c'est vrai que les syndicats sont décriés, mais il y a quelque chose qui me rassure quand je vois les choses ailleurs en Europe et quand je discute avec nos collègues européens. C'est quelque chose qui arrive partout en Europe, voire dans le monde. Les syndicats sont des organisations qui se sont mises en place il y a 100 ans pour certaines, il y a 50 ans pour d'autres, etc. Et qui aujourd'hui doivent aussi se renouveler et trouver le moyen d'attirer aussi les jeunes travailleurs. Le travail est en train d'évoluer également. Et donc, ça s'ubérise, etc. Il faut que les syndicats sachent aussi comment aller vers ce qu'on appelle les travailleurs atypiques, les travailleurs différents. Dans notre cas, c'est les journalistes pigistes et tous les journalistes aussi non encartés, etc., etc. Il y a les manifestations contre la loi nous ont montré des mouvements de nouveaux journalistes qui arrivent et qui sont un oxygène aussi pour la profession. Il faut qu'on ait les portes et les fenêtres ouvertes pour tous ces gens-là. Ils tapent à la porte, en tout cas chez nous, mais je pense que de tous les syndicats, il y a en ce moment un retour en force de l'envie de se défendre, de se battre ensemble. Et c'est important qu'on soit nombreux pour pouvoir avoir du pouvoir, avoir de l'influence et pouvoir négocier pour améliorer les conditions de travail des uns et des autres, parce qu'au fond, l'objectif des syndicats, c'est ça, c'est des travailleurs qui se rassemblent pour défendre leurs intérêts et pour obtenir de meilleures conditions de travail. Voilà. Donc ensuite, c'est le tour de Pablo. Si tu as terminé, on donne la parole à Élise. Oui. C'est bon. C'est bon, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Voilà. Donc moi je représente la CFDT journaliste. Donc nous sommes une union fédérale au sein de la Fédération Communication Conseil Culture. Et donc moi je suis secrétaire générale adjointe et responsable du pôle pigiste. Voilà donc.
on a entendu que le syndicalisme était décrié, que les syndicats avaient une mauvaise réputation, quoi. En gros, moi, c'est pas vraiment l'impression que j'en ai. J'ai le sentiment que dès qu'on fait quelque chose, les journalistes, les salariés sont assez reconnaissants. Ils se rendent compte du boulot qui est abattu, des avancées qui sont obtenues. J'ai l'impression qu'il y a plutôt alors évidemment, il y a des clichés hein, sur les syndicalistes planqués, etc. Mais j'ai pas du tout le sentiment que ça concerne notre profession. Parce que malheureusement, et c'est un regret dans notre profession, les journalistes militants syndicaux ont assez peu de possibilités d'avoir des moyens d'ordre de délégation, etc. Et en tout cas, moi je trouve que c'est plutôt un manque de connaissance de ce que c'est que le syndicalisme concrètement. Les gens ne savent pas, enfin, voient que la partie immergée de l'iceberg. Or, le syndicalisme, c'est 90% de travail de l'ombre, de travail de préparation de dossiers, de négociation, d'accords d'entreprise, de défense d'individus en travaillant sur la situation personnelle, de travail dans des commissions paritaires avec des représentants des autres syndicats, des employeurs, à proposer des idées, à plancher sur des textes de loi, voilà, d'être consulté. Tout ça, il y a très peu de personnes qui réalisent ce que c'est. J'oublie évidemment plein d'aspects parce qu'il y a un tas d'instances. On connaît souvent le syndicalisme dans son côté national, médiatique, les grandes manifs, etc. Ou alors l'acteur de proximité qui est dans son entreprise et qu'on va bien connaître. Mais toute la vie syndicale d'une section d'entreprise, tout le paritarisme, toute la vie des instances comme celle de nos conseils nationaux dédiés aux journalistes, il y a pas grand monde qui le sait. Nous, à CFDT Journalistes, on a lancé des groupes de travail là, où on essaie d'impliquer des personnes bien plus largement que les simples élus. Pour justement que ce soit vraiment une co-construction de nos axes revendicatifs et de prendre en compte un peu toutes les opinions. Et c'est pas facile. Ce qui est à la fois difficile et palpitant dans le syndicalisme, c'est d'essayer de faire la synthèse entre énormément de situations différentes. Parce que des journalistes, il y en a de toutes sortes. On est là pour défendre tout le monde. Avec évidemment une vigilance particulière sur les précaires, sur les personnes qui sont menacées dans leur emploi, etc. Mais ce que je vis, moi, c'est un intérêt pour la co-construction. Donc, l'intérêt, je trouve, du syndicalisme, évidemment, c'est d'aller chercher, de défendre les droits, d'aller chercher des droits nouveaux, comme on a pu le faire en 2020, côté pigiste, avec un nouvel arrêté concernant l'arrêt maternité et maladie des pigistes, avec une ouverture des droits beaucoup plus favorable. Donc ça, ce sont des nouveaux droits qu'on a été chercher tous ensemble en manière intersyndicale et paritaire. Donc c'est construire des droits nouveaux. Et puis c'est aussi apprendre beaucoup, parce que s'engager dans un syndicat, c'est pouvoir apprendre comment ça fonctionne de l'intérieur, apprendre à défendre des opinions, à faire face, à tenir tête à des supérieurs, à assumer de pas tous être d'accord. Ce qu'on peut difficilement faire quand on n'est pas syndiqué, parce que souvent on va avoir peur. Et donc, se syndiquer, c'est aussi relever la tête. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu en tant que pigiste. C'est vraiment, j'ai eu le sentiment que c'était aussi une école de l'émancipation, le syndicalisme. Voilà. Et je pense que c'est ce que vivent énormément de militants syndicaux qui, au fil de leurs différents mandats, apprennent sur un tas de sujets, des choses sur lesquelles ils ne connaissaient rien, et qui deviennent experts. Donc, voilà, on est tous des experts de notre propre réalité, experts de notre entreprise et
experts de la connaissance de nos collègues et les collègues qui ne sont pas que des journalistes. En tout cas, c'est notre vision à nous à la CFDT, qui ne défendons pas que les journalistes, puisque comme la CGT, enfin non, la CGT et FO sont le syndicat intercatégoriel, mais nous, on n'a pas de syndicat de journalistes à la CFDT, et donc on défend nos militants en entreprise, défendent aussi des non-journalistes. Et pour nous, c'est ça qui permet d'avancer et de réussir quand on prend en compte la réalité de tous les métiers. Voilà, ça permet aussi de sortir de sa bulle. Quand on est journaliste, on n'est pas que, on n'est pas on n'est pas au-dessus des autres. Et la réalité de tous les métiers est importante pour faire face. Voilà. Merci Élise, on va donner la parole à Tristan. Tristan, on t'entend pas. Je pense que ton micro est coupé. Ton micro ne veut pas se décrocher. En bas à gauche. Marion, est-ce que tu peux peut-être remettre le micro? Je sais pas si oui, son micro a l'air bloqué. C'est bon là? Ah, oui, c'est bon, Tristan, t'entends. Voilà, bon. Alors, par où commencer? Bon, d'une part, je veux dire que nous sommes le plus petit syndicat de la bande, hein, donc voilà, nous sommes très modestes dans la façon dont voilà. Mais nous avons, ça n'empêche pas que nous sommes des gens très déterminés en général. Et déterminés à quoi? À défendre les droits des salariés, que sont les journalistes, hein, parce que nous aussi, nous appartenons à une confédération de travailleurs, hein, qui c'est Force ouvrière, et que donc, bien évidemment, nous inscrivons notre action dans la défense générale des travailleurs de ce pays, et particulièrement donc des journalistes, bon, qui eux, effectivement, ça a été rappelé tout à l'heure, les journalistes ont gagné, ont arraché au cours des décennies des droits, ils ont arraché un statut, ils ont arraché des conditions fiscales, ils ont arraché toute une série de choses qui sont aujourd'hui une protection, hein, par rapport aux volontés des employeurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation est gravement détériorée quand même. Alors, elle s'est détériorée sur un plan démocratique parce que la presse aujourd'hui est totalement concentrée dans les mains d'une poignée de milliardaires qui sont financiers avant d'être des hommes de presse. Bon, je ne vais pas tout reprendre tout, hein. La situation s'est détériorée sur le plan des salaires, hein, parce qu'on assiste quand même à une diminution constante du pouvoir d'achat. Elle s'est détériorée sur le plan de l'emploi, hein, parce que lorsqu'on voit ce qui s'est passé au cours des derniers mois, notamment parmi les plus précaires de la profession, avec des suppressions d'emplois par dizaines, des plans sociaux qui s'enchaînent, des réorganisations qui suppriment toujours des emplois, des rédactions locales, voire des titres. Donc, ce point de vue-là, c'est grave aussi. Elle s'est détériorée sur le plan des conditions de travail, avec notamment le confinement, hein, la mise en place du télétravail dans des conditions qui étaient parfois un peu sauvages. Et elle s'est détériorée sur le plan de la liberté d'informer, avec toute une série de lois, mais qui ne datent pas d'aujourd'hui, hein, qui datent depuis également plusieurs années, hein, et avec des gouvernements successifs qui les ont mises en place, qui visent à restreindre la liberté d'informer, ça rejoint d'ailleurs la détérioration sur le plan démocratique de la presse dans ce pays. Donc face à ça, nous essayons d'agir, hein, à la fois dans les entreprises et au niveau national.
et bon, à partir de quelques principes. Notre premier principe, c'est l'indépendance. Alors l'indépendance, c'est l'indépendance vis-à-vis, bien évidemment, des gouvernements, des partis, parce que bon, nous ne lions pas notre sort, au contraire, à ces gens-là. Mais c'est aussi l'indépendance, surtout par rapport aux employeurs. Hein, nous pensons, nous, que notre rôle, c'est de défendre les intérêts des journalistes, quels qu'ils soient, je veux dire, face à l'employeur. Hein, notre rôle, c'est pas forcément de dire, bon, dans une phase où bon, on est attaqué un peu de tous les bouts là, en ce moment, c'est pas d'en rabattre sur les revendications, forcément, hein, c'est pas d'en rabattre sur les revendications, ni d'aller vers le moindre mal. Non, les salariés ont des droits et ils doivent être défendus jusqu'au bout. Alors, l'autre principe que nous avons, c'est que c'est la démocratie, hein, parce que nous sommes un syndicat où toutes les décisions sont prises collectivement. Bon, nous n'avons pas non plus de permanent. Hein, voilà, nous avons un secrétariat administratif, mais à mi-temps. Voilà. Donc, et nous ne fonctionnons qu'avec les cotisations de nos adhérents, puisque nous n'avons pas d'aide et de toute façon, nous n'en voulons pas. Voilà. Donc, l'autre aspect, moi, sur lequel je voudrais insister, c'est que le syndicat, c'est d'abord une force collective. C'est une force collective parce que lorsqu'on est tout seul dans son coin et qu'on est confronté à des salaires qui baissent, à des conditions de travail qui se détériorent, à une pression au travail, parce que la pression au travail n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Hein. Moi, je le ressens. J'ai l'impression que le mal-être se répand dans notre profession comme jamais. Il y a plein de gens qui sont limite burn-out, il y a plein de gens qui disent on n'en peut plus d'accepter les directives, etc., qui ont l'impression de ne plus faire leur métier, une perte de sens totale de leur métier. Hein. Et donc, face à cette pression-là, eh ben, c'est sûr que le syndicat, c'est une force collective et qui permet d'agir en commun, alors, et si possible, dans l'unité avec les autres syndicats, parce que bien évidemment, c'est aussi un des principes qu'on défend en permanence, ce qui ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord et qu'on a des différences qu'on peut exprimer. Voilà, donc bon, voilà, c'est vrai que moi je pense que c'est important, surtout, je ne sais plus qui l'a dit, de s'adresser aux jeunes journalistes qui arrivent, parce que finalement, bon, les anciens journalistes, ils ont connu l'époque où c'était encore possible de gagner des droits. On a gagné des choses sur les droits d'auteur. Bon, là, il y a effectivement les nouveaux droits en matière d'accès aux indemnités journalières pour les pigistes. Mais bon, ce qui est important, hein, ce qui est important. Mais bon, en général, aujourd'hui, on voit plutôt des droits attaqués que des droits octroyés. Donc, les jeunes journalistes qui arrivent, ils sont confrontés à une situation, bon, on le voit dans plein de rédactions, hein, où voilà, ben, leur tendance au départ, c'est de baisser un peu la tête. Hein, mais nous, on doit être là aussi pour leur dire non, il ne faut pas baisser la tête. Tu as des droits, tu dois pouvoir travailler dans des bonnes conditions, tu dois être libre dans ton travail, tu dois avoir une reconnaissance de ton travail, il doit y avoir une égalité dans le travail entre tous. Et voilà, donc, et c'est cette action-là, je pense qu'il faut mener aujourd'hui, qui est une priorité pour nous, hein, parce que je le dis très clairement, voilà, de faire comprendre que non, nous ne sommes pas une profession qui doit être déréglementée, qui doit être ubérisée, qui doit être éclatée entre des auto-entrepreneurs de ci, de là, des boîtes de production de contenu de ci, de là. Nous sommes des journalistes professionnels avec un statut et nous voulons que nos droits de journalistes professionnels, que notre statut, que notre convention collective soient respectés. Ok, merci Tristan. Alors, avant de céder la place aux éventuelles questions, moi j'aimerais rebondir sur les jeunes journalistes et les différentes problématiques, notamment qu'on rencontre au niveau du code de la presse. Alors, à savoir que soit ils ne comprennent pas très bien l'intérêt de demander la carte,
soit ils ne peuvent pas l'obtenir, puisque la problématique actuelle, c'est que la carte de presse ne reconnaît que les salaires, hein, puisqu'il doit être établi un lien de subordination entre un journaliste et sa rédaction. Or, aujourd'hui, de plus en plus, il y a ce statut d'auto-entrepreneur qui fait beaucoup de mal, c'est qu'on est payé en honoraire, en droit d'auteur, enfin, toutes les formes possibles et imaginables, pour ne pas avoir à payer les cotisations sociales. Et bien évidemment, c'est plus facile de refuser ce genre de statut quand on a déjà, notamment pour les pigistes, un volant de pige, une certaine connaissance, un peu de réseau. Et que quand on débute et qu'on a 0 pige ou petit et qu'on vous dit c'est ça ou rien, c'est difficile. Et c'est un cercle vicieux parce que n'ayant pas de salaire, ils n'ont pas de carte de presse. N'ayant pas de carte de presse, ils ont plus de mal à se faire reconnaître en tant que journaliste. Donc, on voit bien ce qui se passe au niveau des forces de l'ordre. Hein. On voit bien que régulièrement, les forces de l'ordre disent non, vous passez pas, non, vous n'avez pas la carte de presse. Ils font un petit peu comment dire, ils s'octroient le droit de décider qui est journaliste et qui ne l'est pas. Et quand j'ai eu l'occasion d'en discuter avec les représentants de la commission nationale de la carte de presse, et évidemment, ils disent qu'ils ne veulent pas aller sur la reconnaissance du statut d'auto-entrepreneur ou alors éventuellement pour la première carte, que je comprends tout à fait parce qu'évidemment, ça ne va pas vers le mieux. Mais actuellement, c'est quand même, il me semble, un des gros, parce qu'il y a plein d'autres problèmes, mais un des gros problèmes qui se pose et qui entraîne une précarisation de plus en plus importante parce que s'il n'est pas payé un salaire, du coup, n'est pas reconnu comme étant un CDI, donc n'a pas les mêmes droits, etc. Donc vous, en tant que syndicat… Vous voulez qu'on réponde un par un, Céline? Oui, ça serait bien, oui. Excusez-moi, vous voulez qu'on réponde un par un ou comment voulez-vous faire Dominique, on les choses? répondait à… Vas-y, Dominique, commence. D'accord. Alors, sur les précaires, il faut quand même se souvenir de deux choses. La première, c'est que 90% des médias français sont tenus par des milliardaires ou des groupes milliardaires. Pourquoi je dis ça? Non pas pour les stigmatiser particulièrement, encore que on peut se poser des questions, mais pour dire que les organes de presse touchent des aides à la presse qui sont extrêmement importantes puisqu'il s'agit, selon les estimations, entre 1,4 milliard et 2 milliards d'euros par an, et que ces aides sont attribuées dans une opacité et sans aucun contrôle, et que donc ces employeurs fraudent en considérant les jeunes journalistes comme des auto-entrepreneurs ou les poussant à être, car la loi dit qu'un journaliste est un salarié. Cela veut dire que donc il y a fraude en permanence, je le dis bien haut, bien clair. Alors que fait-on quand on est tout seul, abandonné à cette situation complètement vicieuse, comme vous venez très bien de la décrire, Céline? Eh bien, se tourner vers une organisation de son choix qui, en toute discrétion bien évidemment, trouvera les moyens, en fonction de l'organe de presse en question, de tenter de régler la chose. Un des moyens consiste à signaler ce type comment dirais-je, de travail clandestin aux URSSAF, car elles aussi, elles sont volées des cotisations que devraient payer les employeurs et les journalistes en tant que salariés. C'est un des moyens, il y en a d'autres. Mais je veux dire, il ne faut pas rester seul, effectivement. Il faut s'organiser. Pablo? Oui, merci. La précarité, enfin, l'auto-entrepreneuriat, par exemple, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement dans le journalisme. Je veux dire, le système, je veux dire un gros mot, hein, mais le système capitaliste ne cherche à faire que les travailleurs gagnent de moins en moins d'argent, qu'ils aient de moins en moins de droits et à les exploiter. Moi, je travaille au groupe Moniteur
qui est une société qui appartient au groupe Infopro Digital, qui est le plus grand groupe de presse professionnelle en France. D'ailleurs, je salue Laurent Duguay, qui est élu SNJ avec moi au comité social économique. C'est une entreprise où les journalistes rémunérés à la pige ne sont pas auto-entrepreneurs. On est salarié et on peut même être, Laurent aussi est journaliste pigiste comme moi, on peut même être élu du personnel, élu au CSE, etc. Mais c'est une entreprise qui fait d'énormes bénéfices. En 2018-2019, ça a été 40 plus 10 millions d'euros de dividendes nets. C'est même plus que les bidas, c'est dividendes nets, 50 millions d'euros de bénéfices en 2 ans. Et on sort aujourd'hui des NAO, des négociations annuelles obligatoires. Ils proposent des augmentations salariales minimales pour les salariés en poste et rien pour les journalistes rémunérés à la pige. Rien. Depuis 10-12 ans. Alors, cette loi, cette belle loi qui a été votée il y a 46 ans, la loi Cressard qui fait des noms des salariés, qui fait que les journalistes rémunérés à la pige sont des salariés, votée à l'unanimité par tout le monde pour connaître tous les droits sociaux et tous les droits des salariés. Quel est le premier droit des salariés en dehors de la protection sociale? Le premier droit des salariés, c'est le droit de négocier collectivement. D'ailleurs, depuis des années, la FEJ, la Fédération européenne des journalistes, dont j'ai le logo ici, se mobilise pour les autres pays européens pour que les journalistes, disons, freelance, qui ne sont pas salariés, aient droit à la négociation collective. C'est la première chose que tous les journalistes pigistes ou freelance ou précaires cherchent à avoir ailleurs en Europe. Et nous l'avons déjà depuis 46 ans. Nous, depuis 46 ans, on est des salariés et on a droit à la négociation collective. Ce droit à la négociation collective nous est refusé, mais de manière brutale et totale. Moi, aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, j'ai claqué la porte d'une négociation. J'avais dit à la direction la semaine dernière, on veut négocier des choses sur les journalistes pigistes. On nous a dit non. Aujourd'hui, ils viennent, ils disent, on ne parlera pas des journalistes pigistes. J'ai fermé la porte, j'ai appuyé sur le bouton, je suis parti. Ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas. Et certes, comme tu le dis, les auto-entrepreneurs, c'est quelque chose de très difficile. Et nous, ceux qui ne sont pas auto-entrepreneurs, on nous refuse la négociation collective, on nous met dans des conditions salariales qui sont les mêmes qu'il y a 10, 12 ou 15 ans. Donc, forcément, je pense qu'il y a une demande de lutte collective et des gens qui se rassemblent pour lutter ensemble. Je pense qu'on ne peut que se rassembler. En ce sens, la lutte contre la loi sécurité globale, par exemple, nous a donné un très bel exemple de comment on peut se rassembler au-delà même des syndicats, au-delà même des journalistes, pour quelque chose qui concerne tous les citoyens. Et j'espère que ce type de dynamique, on va les utiliser, enfin, apprendre à surfer dessus et à continuer à travailler ensemble, se battre ensemble et faire des communiqués, des grèves, des manifs ensemble, quoi. Voilà. Merci Pablo. Laurent Duguay, j'ai vu que vous demandez la parole. Peut-être on termine d'écouter les réponses d'Élise et de Tristan et ensuite on vous laisse la parole. Élise? Donc, sur le phénomène des journalistes auto-entrepreneurs, mais aussi payés en droit d'auteur, payés aussi en correspondants locaux de presse, payés en CDD d'usage, payés en CDD à la journée, payés au noir parfois. Évidemment, faut pas oublier que les premiers responsables, ce sont les employeurs. C'est pas la commission de la carte. C'est les employeurs qui les payent pas comme il faut et qui les payent mal. Donc nous, on redit dès que l'on peut et on demande au gouvernement de mettre les moyens pour des contrôles URSSAF, des contrôles des inspecteurs du travail, pour le conditionnement des aides à la presse. On a remis à la mission Franceschini nos préconisations. Alors évidemment, on a proposé aussi tout un système de bonus-malus en fonction de ces critères-là.
Après, sur un outil, c'est de saisir l'URSSAF. Malheureusement, on voit que ça marche pas. Enfin, s'il suffisait de dénoncer les employeurs qui payent pas bien les journalistes à l'URSSAF, il y aurait pas de problème. Or, on voit que il y a un manque je ne sais pas si c'est un manque de volonté ou un manque de moyens, mais en tout cas, ça ne suffit pas. Maintenant, il faut que l'État prenne ses responsabilités et disent clairement, c'est quoi le seul statut légal pour un journaliste, parce qu'il y a toujours des zones de flou qui sont entretenues volontairement. Nous, on le voit dans les négociations intersyndicales en ce moment. Il y a toujours le ministère de la Culture qui ose pas aller contre le ministère du Travail, qui connaît rien à notre statut. Voilà, à un moment donné, il faut aussi que l'État dise la vérité, c'est ça. Deuxième point, sur le rôle de la commission de la carte. Alors évidemment, les marges de manœuvre, elles sont étroites puisque déjà les critères ont été assez assouplis ces dernières années. Les seuils financiers pour atteindre la carte de presse ont été abaissés. Nous, à la CFDT, on est ultra minoritaire à la commission de la carte. Alors, il faut peut-être aussi se poser la question s'il ne faut pas un peu plus de pluralisme aussi dans cette commission et donner plus de poids à des organisations qui ont d'autres voix, comme la nôtre. On pense par exemple qu'il y a un certain nombre d'éléments de rémunération qui sont tout à fait légaux et qui ne sont pas pris en compte, comme les droits d'auteur pour les reproductions des papiers et des travaux, tous les droits SCAM, etc., qui sont tout à fait légaux et qui ne sont pas pris en compte dans des revenus presse. Voilà, un certain nombre de rémunérations qui sont légales. Mais qui ne comptent pas. Par exemple, tous les travaux dans l'éducation aux médias, jusqu'à il y a peu, ce n'était pas du tout pris en compte dans les calculs presse, donc c'est en train de changer, heureusement. Faut savoir aussi qu'il y a énormément de pigistes qui ne demandent même pas la carte, qui n'essayent même pas, alors qu'avec leur dossier, ils seraient peut-être ric-rac, mais dans le débat et en argumentant peut-être leur situation avec une lettre qui explique vraiment leurs conditions d'existence, qui font bien leur métier pendant la majeure partie de leur temps, ils auraient certainement plus de chances d'avoir la carte. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à la demander. Voilà, je peux dire encore une chose ? Oui, oui, oui. Je termine juste. Et juste pour dire que concernant le phénomène de tous ces journalistes qui ne sont pas payés de manière légale, ce qui est important, c'est que les journalistes qui sont en poste dans ces entreprises-là les défendent. On ne peut pas toujours compter sur les pigistes pour se défendre eux-mêmes. On a besoin d'une solidarité. On a besoin que dans les entreprises, ceux qui n'ont pas de problème à avoir leur carte défendent ceux qui ont des problèmes. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de tous. On a besoin de militants. On a besoin que ceux qui sont à peu près bien rémunérés s'engagent pour les autres et que les pigistes aussi s'engagent pour défendre ceux qui ont du mal à rentrer dans la profession. On a besoin que dans les petites entreprises où il n'y a souvent pas de représentants du personnel, qu'il y en ait. Parce que sans représentant du personnel, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un défenseur face à la direction. Voilà, donc se présenter, créer une section là où il n'y en a pas, c'est important. Bon, je vais être bref. Enfin, je vais essayer. Sur cette question, en fait, il faut bien voir qu'aujourd'hui, toute une partie de la jeune génération de journalistes qui arrivent est prise dans un étau, en fait, avec d'un côté les employeurs qui multiplient les formes atypiques, avec plein de guillemets, hein, atypiques de contrat de travail parce que c'est un moyen de moins payer, de ne pas accorder de droits. Voilà, c'est de précariser. Hein, Puis bon, moi, j'ai tendance à penser que, parce que bon, nous sommes attachés à notre indépendance de journaliste. Mais lorsqu'on n'est pas indépendant économiquement,
on ne peut pas véritablement être indépendant comme journaliste. Parce que si on est toujours à la merci des employeurs qui essayent de nous précariser, etc., c'est encore plus difficile d'affirmer son indépendance de journaliste. C'était une parenthèse. Et puis l'étau, la deuxième partie de l'étau, c'est l'État. L'État qui dit aujourd'hui, oui, les journalistes, vous ne pouvez pas aller sur le terrain, si vous n'avez pas la carte de presse, si vous n'êtes pas tamponné, si vous n'avez pas, y compris, fait une prédéclaration avant la préfecture. Mais bon, donc voilà, c'est un truc de fou. Et c'est vrai que moi, je pense que la commission de la carte, bon, elle peut jouer à la marge là-dessus, mais son rôle, c'est pas celui-là. Son rôle, c'est pas celui-là. C'est notre rôle de syndicat aujourd'hui de dire oui, eh ben, il faut qu'on s'attaque à ce problème et à faire en sorte que partout dans les entreprises où on est confronté à ce genre de pratiques d'utilisation des auto-entrepreneurs, de paiement de pigistes sous les formes qui ne sont pas du salaire, les correspondants locaux de presse, etc., que partout, eh ben oui, on se bagarre là-dessus. Hein. Bon, moi, aujourd'hui, j'ai écrit une lettre à la DRH d'un grand quotidien de la région parisienne, parce qu'il y a une pigiste, bon, qui est par ailleurs syndiquée, qui est même secrétaire adjointe du comité économique et social et économique, pardon, de ce quotidien. Et donc, la dernière réorganisation, puis j'ai régulièrement travaillé dans un service de sport. Dernière réorganisation, on lui dit ben non, les sports régionaux, c'est terminé, donc tu n'as plus de travail. Et elle s'est retrouvée comme ça. Donc est arrivé le confinement, elle n'a pas eu droit à l'allocation de chômage partiel puisqu'elle était déjà plus employée. Et donc la direction lui a dit mais postulez sur des postes, etc. etc. On a un engagement moral vis-à-vis de vous. Ça fait 6 mois. Et 6 mois qu'elle postule, qu'elle fait les trucs. Et 6 mois qu'elle n'est toujours pas payée. Hein, ça fait 6 mois qu'elle n'est toujours pas payée. Elle n'a pas de salaire. Donc nous, on mène une action syndicale pour dire, attendez, cette jeune femme, elle a un contrat de travail qui aurait pu être un CDI. Et l'employeur a la responsabilité, vis-à-vis de ce CDI, de lui donner un travail et de la rémunérer, parce que sinon, il ne respecte pas les droits du salarié. Il ne respecte pas ses obligations d'employeur. Donc, on mène une bagarre là-dessus. Ce n'est pas simple. Hein. Bien évidemment, on alerte l'inspection du travail. Bien évidemment, on fait aussi des démarches d'ordre juridique, parce que là, il y a véritablement un problème. Mais voilà, c'est ça, c'est la bagarre qu'il faut que nous, on mène au quotidien sur ces questions de précarité. Et je pense que bon, ça fait aussi partie des choses pour lesquelles on essaie de s'adresser plus largement à nos jeunes confrères et consoeurs. Merci Tristan. On va donner la parole d'abord à Laurent Didier et ensuite à Jean-Marie Jean-Marie Guine qui l'a demandé. Laurent, il faut enlever le… Oui, ça y est. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Donc, je présentais, Pablo m'a présenté. Effectivement, on se côtoie régulièrement au CSE du groupe Moniteur. Donc, je suis adhérent SNJ, élu SNJ au CSE du groupe Moniteur. Moi, je voulais juste apporter mon témoignage. Je trouve que c'est intéressant ce que vous présentez les uns les autres, mais un témoignage finalement individuel qui montre un petit peu l'intérêt d'être syndiqué, peu importe lequel. Moi, la rencontre s'est faite avec le SNJ, c'est le hasard des rencontres. J'étais syndiqué, pas militant, hein, juste syndiqué. J'étais pigiste, je suis pigiste depuis plus de 30 ans. J'ai commencé à Montpellier en radio, en presse écrite, voilà, dans certains médias qui existent encore et d'autres qui ont disparu. Et le phénomène de précarisation que vous décrivez, il existait déjà à l'époque. Hein. Moi, j'ai connu des consoeurs et confrères qui étaient payés en tickets restaurant avec des titres qui, malheureusement, parfois existent encore. En tout cas, voilà, il y avait un certain nombre de pratiques curieuses. On a créé avec les pigistes à l'époque, puisqu'on n'était pas syndiqués, on a créé au Club de la Presse l'association des jeunes journalistes, l'AJT. C'est en 1990, ça remonte à longtemps,
très longtemps. Puis ensuite, voilà, on a fait chacun notre chemin. Et puis, je me suis syndiqué au SNJ. Je n'ai jamais été militant. Pendant des années, j'étais juste pigiste, adhérent au SNJ. Et puis, je pars en vacances un été, je rentre, et puis un de mes titres, au groupe moniteur, justement, avait disparu. Il avait été juste torpillé. Donc, j'apprenais simplement que voilà, j'étais parti apaisé, je suis revenu. Et le SNJ a toujours répondu présent. Ils ont répondu présent parce que quand vous êtes pigiste, vous êtes isolé. Par essence, vous êtes isolé. Et vous êtes démuni. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Ce sont des situations qui sont inattendues, parfois un peu inextricables. Et le SNJ, à plusieurs reprises, pas que dans le groupe moniteur, m'a sorti en fait, de l'impasse dans laquelle je risquais d'être. Et le syndicat te conseille, en fait. C'est de l'ordre de la rencontre, parce que être syndiqué, c'est une démarche individuelle vers, ensuite, certes, il y a des actions collectives, mais c'est d'abord une démarche individuelle et ensuite du lien individuel. Enfin, moi, je me permets, hein, vous me contredirez peut-être, hein, mais je crois beaucoup aux relations humaines qui se tissent et qui constituent ensuite l'action collective. Le SNJ, je vous parle du SNJ parce que j'en suis adhérent. Je ne sais pas si je suis militant, enfin, voilà, je travaille, mais je ne saurais pas me définir. Je voulais juste donner un exemple. Pendant le premier confinement, effectivement, je confirme ce que dit Tristan, de nombreux journalistes rémunérés à la pige se sont retrouvés en fait sans commande, sans contact avec leur rédacteur en chef, sans commande d'article, et donc sans revenu. Hein, voilà. Et donc on s'est battu, et effectivement, on n'était pas les seuls, mais on a mené ce dossier pour que les journalistes puissent bénéficier du chômage partiel. Ça a été vrai pendant quelques mois, en tout cas jusqu'en juillet et août. Aujourd'hui, on continue de pousser ce dossier. Donc, être dans un syndicat, et quel qu'il soit, je parle du SNJ parce que j'y suis, c'est important parce que, ça crée un lien. En tout cas, on est toujours isolé, donc c'est voilà, une question, une problématique. On peut avoir un interlocuteur, et ça, c'est important. Qu'on travaille dans un gros groupe ou pour des petits canards, ou en radio, enfin peu importe. Et ensuite, on peut effectivement, à un moment donné, progresser, aller sur s'impliquer un peu plus. C'est ce que moi j'ai accepté de faire en novembre dernier en étant élu au CSE du groupe moniteur. C'est une autre étape, mais ça vous permet de ne pas être isolé et de trouver souvent des réponses juridiques, sociales et aussi humaines à des problèmes qui sont posés au quotidien. Voilà. Merci Laurent. On va donner merci pour ce témoignage. Jean-Marie Dean a demandé la parole, et après on a une intervention d'Alistair. Oui, bonsoir à tous. Donc moi, je suis au SNJ CGT depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. Et la question que je me posais en écoutant justement le débat, là, c'est finalement parmi les auditeurs, qui est syndiqué? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas syndiqués? Parce qu'effectivement, la question du débat, c'est de savoir pourquoi se syndiquer. Et je ne sais pas combien il y a de personnes qui sont syndiquées. Est-ce qu'on est entre nous, entre syndiqués, ou bien est-ce qu'il y a d'autres personnes qui s'intéressent vraiment à cette question? Et j'espère qu'il y en a. Un petit peu dans la continuité de ce qu'a dit Laurent, moi j'aimerais apporter aussi un témoignage par rapport à mon rapport au syndicat. Je travaillais à la Marseillaise, un journal bien situé à gauche, avec un certain nombre de difficultés. Et quand on travaille, mais je crois que ça vaut dans tous les domaines aujourd'hui, et de plus en plus, c'est-à-dire quand on fait son travail de journaliste, on est surchargé, on ne sort pas la tête du guidon, on a des temps de plus en plus courts, et du coup, pour ce qui concerne mon expérience,
le fait de me syndiquer, ça m'a permis d'ouvrir d'abord sur une réalité qui est celle de l'entreprise de presse, parce que être journaliste, c'est une chose, une entreprise de presse, c'est autre chose. Et donc, évidemment, dans un premier temps, en tant que syndiqué, la fonction première, c'est de défendre le droit des salariés, mais ça permet aussi de comprendre les enjeux d'une entreprise de presse. Comment elle fonctionne, les enjeux qui soient évidemment sociaux vis-à-vis de notre première, le fait de défendre les salariés, mais aussi les enjeux économiques, les enjeux politiques. Une fois qu'on a compris le fonctionnement d'une entreprise de presse, je pense que ça nous renforce dans notre métier de journaliste. Et on peut faire cette distinction, et elle est importante parce qu'on parle généralement de la presse, et on inclut les journalistes, mais il faut bien faire la distinction entre la presse et les entreprises de presse. Il a été dit effectivement que ces entreprises sont pour la plupart gouvernées par des capitaines d'industrie et autres. Ça, c'est un premier point. Un autre point qui me semble assez important et que j'ai découvert dans mon activité syndicale grâce à des échanges avec des confrères et dans tous les secteurs, que ce soit la radio, l'audiovisuel. Moi, je suis de la presse écrite. Il y a un enrichissement quand on échange et qu'on parle de nos métiers, de nos difficultés, quand on trouve des solutions ensemble. Ça, c'est très fort. Un autre aspect quand même que je voulais aborder et qui me semble important dans le cadre de ce qu'on est en train de discuter, c'est qu'on ne fait pas simplement un métier, on fait pas un métier comme les autres. Et il ne s'agit pas simplement de répondre à la fonction ou à ce que nous demande de faire notre hiérarchie. On fait un métier qui a une place fondamentale dans la démocratie. Et à cet égard, là aussi, il est important de se renforcer en tant que journaliste. Et ça, c'est quelque chose qui peut être s'engager syndicalement. Ça permet aussi de comprendre les enjeux, je dirais, politiques dans le sens noble du terme vis-à-vis de la démocratie. On parlait de la question des auto-entrepreneurs. Bon, si on pose la question de la démocratie vis-à-vis des auto-entrepreneurs, c'est pas simplement une problématique économique, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire qu'un auto-entrepreneur n'est plus un journaliste dans le sens où il n'est plus auteur. Être journaliste, c'est être auteur. Être auteur, ça veut dire pouvoir refuser un sujet. Et ça, c'est fondamental également. Donc, ces dimensions-là sont vraiment, et les questionnements de notre société aujourd'hui, moi, franchement, depuis 15 ans, et plus particulièrement depuis 5 ans, j'ai l'impression qu'on veut faire disparaître les journalistes. Et on doit se défendre collectivement, pas simplement pour défendre nos conditions de travail, même si c'est important, mais pour défendre notre position de journaliste à l'égard de la démocratie. Et ça, ce qu'on va transmettre aux jeunes et les conditions dans lesquelles ils abordent notre métier, ça me paraît une question tout à fait prioritaire. Nous qui avons un petit peu d'expérience dans le métier, on doit transmettre, et le syndicalisme peut le permettre, ces valeurs fondamentales qui sont la liberté d'informer, la question d'avoir une carte de presse ou pas une carte de presse. Ce sont des questions, si on les pose à l'égard de la démocratie, qui sont secondaires, parce que quelqu'un qui fait un travail comme le font beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas la carte de presse et qui vont au front et qui sont doublement en danger, socialement en danger, mais aussi physiquement en danger aujourd'hui avec la façon dont on gère les manifestations et les violences policières. On a vraiment un rôle à jouer pour soutenir et défendre notre profession. Voilà, c'était un plaidoyer en même temps qu'un témoignage. Merci. Alors, je voudrais… oui, merci beaucoup Jean-Marie. Je suis embêtée parce qu'on avait une question d'Alistair Dax. Dominique a commencé à lui répondre et on l'a perdu. Alors, je ne sais pas s'il a été… le club essaye de le joindre. Je ne sais pas si…
moi-même, je viens d'être coupée, je ne sais pas si vous avez vu, donc je ne sais pas si on a un problème de connexion, bref. Il nous dit, alors si vous permettez, hein, je pose la question, je noterai et je lui apporterai la réponse par mail, s'il faut, je l'appellerai. Donc Alistair nous dit, je suis journaliste indépendant depuis 27 ans avec le syndicat NUJ à Londres depuis les années 80. Quart de presse NUJ et IFJ, mais je ne suis pas pigiste et j'ai remarqué qu'en France, le journaliste indépendant n'existe pas. Les syndicats en France se foutent de nous. Je ne peux même pas demander une carte de presse ici. Alors, est-ce qu'il peut ou pas demander une carte de presse ici? Vous m'entendez? J'ai tenté de répondre. Il n'a pas nécessairement bien posé la question parce que je suis désolé. Ne serait-ce qu'avec, s'il est NUJ, il a déjà la carte FIGE. Après, il y a des notions sur les indépendants et les pigistes qui sont complexes avec nos collègues européens. Moi, j'ai discuté avec un correspondant néerlandais basé à Paris et il ne supporte même pas l'idée d'être salarié. Lui, il considère que les salariés, c'est d'autres et il se considère lui-même comme une petite entreprise qui peut travailler pour n'importe qui, etc., etc. Mais même ça, ce n'est pas une vision totalement large et cassée entre le nord et le sud, par exemple, parce que même aux Pays-Bas, il y a des indépendants qui ont attaqué, un photographe et une rédactrice ont attaqué leur journal au tribunal pour dire c'est pas vrai, je ne suis pas un vrai indépendant parce que vous m'imposez le tarif de la ligne et de la photo, et ils ont gagné. Et le tribunal a obligé leur journal à augmenter les tarifs. Donc, c'est vrai qu'il y a des notions des fois qui sont un peu différentes entre ceux qui sont des entrepreneurs un peu du journalisme ou qui se considèrent indépendants de la même manière dont un certain nombre de photographes se considèrent indépendants. Mais je pense que tout ça, ça se règle facilement au téléphone. S'ils nous avaient appelés, je pense qu'il n'y aurait pas eu de souci. Hein. Non, mais tu veux dire qu'en fait, du coup, en France, il pourrait obtenir une carte de presse et donc, du coup, ça lui facilite. En France, à mon avis, par un accord entre syndicats, il pourrait se syndiquer et avoir la carte de presse internationale. S'il n'est pas salarié. Mais il l'a déjà, il a la carte. Mais concrètement, on ne peut pas vouloir le statut de journaliste professionnel salarié qui existe en France et qui est particulier et rester indépendant. Pour moi, il n'y a pas de problème qu'il soit journaliste. Et lui, il est journaliste, comme plein d'autres, comme Tristan l'a dit. Il y a plein de jeunes qui se lancent, etc., qui sont journalistes. Si certains sont journalistes et producteurs, ou journalistes et réalisateurs, ou journalistes et intermittents, ou je ne sais pas quoi, et ils ne veulent pas avoir le statut de journaliste professionnel français, qui a un statut de journaliste professionnel particulier, qui doit être salarié, eh bien, très bien, on peut être journaliste. On peut être journaliste, c'est un métier qui peut s'exercer de différentes manières et on n'est pas obligé d'être. En fait, la carte de presse, c'est la carte de presse et la carte de presse internationale. La carte française, on l'appelle carte de presse, mais ce n'est pas une carte de presse. C'est la CIJP, c'est la carte d'identité de journaliste professionnel. Elle ne s'appelle pas carte de presse pour une bonne raison, parce que c'est une carte d'identité de journaliste professionnel qui montre qu'on a ce statut-là, qui est un statut particulier. Ça veut dire qu'on aurait 7 650 € par exemple de déduction fiscale. Bah, quelqu'un qui n'est pas salarié, il n'a pas le droit à la déduction fiscale et c'est normal. Ouais, si je peux rebondir. Il nous dit pas qu'il ne veut pas être salarié. Hein. J'ai l'impression que peut-être qu'il travaille pour des. Je pense que c'est dommage qu'il soit parti. Je pense que c'est ça qu'il dit parce que. Excusez-moi, j'ai levé la main depuis un moment, mais c'est peut-être pas visible. Oui. Pardon. C'est mon tour. D'accord. Je voulais dire qu'effectivement, ce que dit Pablo est juste. En France, le journaliste est libre. Et nos syndicats et autres, on n'a jamais voulu aller là contre. On trouve que c'est très bien. N'importe qui peut s'intituler journaliste du jour au lendemain. Ce sera vrai ou pas. Mais la loi ne dit pas que pour être journaliste, il faut avoir forcément une carte. La loi permet aux journalistes d'exercer en toute indépendance. Et il y a deux types de journalistes particulièrement
actuellement qui n'ont pas de carte, les plus riches, parce que leurs revenus autres que journalistes sont tellement importants qu'ils ne rentrent pas sur les rails des exigences des journalistes professionnels, dont je rappelle que le Code dit qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée. Voilà les termes de la loi. Et puis les plus pauvres, parce qu'ils ne rentrent pas non plus dans les critères, parce que les employeurs leur font fraude, tout simplement. Pourquoi cette question vient beaucoup plus à l'ordre du jour maintenant? Parce que le ministère de l'Intérieur, notamment au travers des 3 dernières années, essaye de diviser notre profession en disant c'est très bien, ceux qui ont une carte, c'est très bien, les autres, ils ne passeront pas, etc. Et essaye d'introduire, de saper cette profession déjà en la divisant. Nous tous ici refusons cette division. On dit c'est pas au ministère de l'Intérieur d'arbitrer de qui est journaliste ou pas. Ça, c'est une première chose. Deuxième point, il faut quand même se souvenir que c'est dans un contexte de violence policière extraordinairement inconnue jusqu'à ce jour, où sur les 2 dernières années, plus de 200 journalistes ont été empêchés de travailler par les forces de l'ordre. Plus de 200, ce qui est un chiffre énorme, énorme. Et il y a parmi ces 200, 124 dont les dossiers sont totalement documentés par David Dufresne, journaliste bien connu, et plusieurs dizaines d'autres qui sont arrivés, en tout cas au SNJ, et je suis sûr dans d'autres syndicats également, pour demander des conseils. Et c'est qui ces journalistes? Ben, ce sont des journalistes aussi bien encartés que pas encartés, aussi bien dans des grandes rédactions médias principaux, c'est-à-dire AFP, France 2, France 3, Le Parisien, Le Monde, que sais-je, BFM, que sais-je d'autres, que des street journalistes. Ça veut bien dire qu'on a une seule profession qui est unie. Et l'important, c'est de le rester au maximum. Quant au confrère qui nous a mis ce texto, j'ai tenté de lui répondre en disant que je ne comprenais pas très bien, vu les accords qu'on a avec le News, comment ça ne fonctionnait pas. Il est peut-être parti, je ne sais pas, mais en tout cas, il ne m'a pas répondu. Oui, il a dû partir en effet, mais je lui répondrai par mail, je lui parlerai des accords de réciprocité. Oui, Tristan, tout à fait, tu as demandé la parole il y a un moment. Okay. Oui, moi je vais rejoindre Dominique, ce qui va lui faire plaisir. Voilà. Parce que nous sommes une profession qui n'est pas, je veux dire, codifiée par le fait d'avoir, par exemple, un diplôme, une qualification, un truc comme ça. Nous, notre profession, elle est ouverte. C'est une profession ouverte. Et journaliste, celui qui exerce le métier de journaliste de façon régulière et rétribuée. Bon, voilà, c'est ça la loi. Et c'est aussi pour ça qu'on défend le Code du travail, c'est pour ça qu'on défend le statut de journaliste, c'est parce qu'on veut que cette profession elle reste ouverte à des gens qui font ce travail. C'est un des rares cas en France, hein, parce qu'il y a plein de choses. Quand tu es ingénieur, il faut avoir un diplôme d'ingénieur. Quand tu es instit, il faut être passé par l'IUFM. Quand tu es prof, voilà, faut avoir le CAPES, etc. Nous, on peut être journaliste. On peut être journaliste à condition qu'on l'exerce de façon régulière et rétribuée. Donc, c'est vrai que l'histoire de la carte de presse est devenue une question. Mais est devenue une question pourquoi? Parce que, comme le disait effectivement Dominique, les pouvoirs publics aujourd'hui essayent d'enfoncer un coin entre entre les membres de notre profession et permet de cette façon-là à toutes les tentatives pour favoriser la précarisation. Mais voilà, donc c'est. Mais cette question-là, il va falloir qu'on la règle quand même, il va falloir qu'on s'y attelle, parce que ça devient une question vraiment prégnante dans notre profession, parce qu'il y a plein de journalistes aujourd'hui qui arrivent, qui veulent faire ce métier parce qu'ils ont envie de faire ça, ils ont envie de documenter, ils ont envie de raconter, ils ont envie d'expliquer ce qui se passe. Et si le seul truc, c'est la carte de presse qui, c'est vrai, n'est pas
n'est pas un document, bon, il n'y a pas un ordre des journalistes comme il y a un ordre des médecins, heureusement, quoi, hein, qui est garant du truc. Donc, nous, c'est un truc ouvert. Mais le problème, c'est que le Code du travail dit de manière régulière, bon, ça peut être facile, est rétribué. Est rétribué. Et donc, c'est là le coin. C'est là qu'il faut se battre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte que tous les gens qui sont dans cette situation puissent bénéficier d'un vrai salaire, un vrai travail, un vrai salaire. C'est une des revendications de notre syndicat depuis longtemps. Il y a Pablo qui demande la parole. Oui, moi je voulais répondre à Alice Oui, merci, parce que j'ai Pablo. vu sa question et sa question est super intéressante. Moi je dirais, par l'expérience du syndicat, hein, on a des gens qui sont délégués syndicaux SNJ-CGT dans des médias généralistes et qui sont sur Twitter, qui sont des grands reporters et qui nous demandent, à un moment donné, on a voulu mettre les contacts l'année dernière pour les pigistes, par exemple, on a voulu mettre la liste des contacts qu'il pouvait y avoir dans certains médias. Et certains délégués syndicaux nous ont dit, je ne veux pas que tu mettes mon nom sur un site. Pourquoi? Parce que certains sont reporters dans des rubriques sociales, politiques, économiques, et leurs collègues savent qu'ils sont élus CGT dans leur boîte, mais ils ne veulent pas que leurs sources ou les gens qu'ils côtoient sur le terrain le sachent. Ils n'ont pas de problème avec le fait qu'ils soient à la CGT, mais c'est une question interne à leur travail. Moi, je me retrouve aujourd'hui dans une situation dans laquelle je suis élu et en plus je suis dirigeant national, donc je n'ai plus de problème. Mais au début de ma carrière, j'étais plus ou moins comme toi dans une situation où je devais couvrir l'info générale, l'info politique générale. Et à ce moment-là, je n'aurais pas eu envie qu'on connaisse ma casquette syndicale. À l'époque, je n'étais même pas syndiqué, je n'étais pas élu. Mais je pense que beaucoup des syndiqués élus préféraient, ça dépend en fait du média. Et dans un cas comme ça, je pense que, enfin, je ne sais pas si droit de réserve, mais de plus en plus, notamment avec les réseaux sociaux, les entreprises sont en train de demander que sur les fils Twitter, etc., il y ait quand même une ligne. Après, les syndicats vont sans doute se battre sur ce point-là, mais en Allemagne, en Angleterre, ailleurs, et ici, ça commence. Il y a des médias qui ne veulent pas que les journalistes aient un compte Twitter où ils disent tout et n'importe quoi, etc. Leur propre opinion. Bon, là, il va y avoir d'autres débats. Mais à mon avis, si tu fais l'info générale sur un territoire local, je dirais plutôt qu'il faut être. On peut être militant et on peut évidemment être syndiqué, mais ça reste quelque chose de confidentiel tant que tu n'es pas élu, salarié protégé, etc., etc. Même si on ne peut pas te licencier pour un délit d'opinion, évidemment, mais ça reste quelque chose de touchy dans un métier comme le nôtre, hein, et ça dépend de ce qu'on fait. Hein. Si tu travailles à Chasseur Magazine, ce n'est pas la même chose que ce que tu racontes, par exemple. Alice, est-ce que Pablo a répondu à ta question? Oui, oui, totalement. Totalement. Oui, oui. Non, mais c'est exactement les réponses un peu que je cherche. Comme je suis toute seule, c'est un peu compliqué parce que du coup, en fait, du coup, l'avantage de tout ça, c'est que je fréquente énormément de monde et ça me fait aussi des contacts et des sources. Et du coup, d'autres journalistes locaux, généralement, m'appellent pour avoir des contacts parce que je fréquente des milieux associatifs assez militants et qui font des actions, etc. Et je suis sympathisante et en même temps, je suis tous les jours… vraiment, je m'interroge sur ma limite, qu'est-ce qu'il ne faut pas que je dépasse, etc. Donc, j'essaie de trouver un peu d'autres parades. Donc, je me suis mise aussi au documentaire. C'est aussi une façon de m'engager, mais tout en restant un peu à ma place, des trucs comme ça. Mais au niveau de ma statut local, c'est compliqué d'être engagée dans des actions et après d'aller à la mairie en conférence de presse, quoi. Alice, donc voilà, c'est un peu compliqué. Avec la permission de Céline, je souhaiterais répondre à Alice. Et tu voulais parler, Tristan? Oui, non, je voulais lui dire, c'est Élise, c'est pas un problème nouveau.
Moi, il se trouve que dans les années 80, j'étais responsable de la rédaction du bureau de l'AFP à Toulouse. Et à l'époque, j'étais engagé politiquement dans un grand parti qui n'était pas celui de M. Baudis, qui était pourtant adhérent FO. Voilà. Et donc, à l'époque, ça m'a valu beaucoup de problèmes parce que j'ai été convoqué dans son bureau, j'ai eu droit aux feuilles d'extrême droite qui disaient comment le numéro 2 de l'AFP à Toulouse, etc., exerce des responsabilités. Hein. Mais le problème, c'est la réponse, la seule réponse, c'est je suis journaliste. Je suis journaliste. Et comme journaliste, je fais la part des choses, je documente, je raconte, je dis les choses telles qu'elles se passent. Et mon engagement personnel n'a rien à voir là-dedans. N'a rien à voir là-dedans. Parce que, comme le disait tout à l'heure, je ne sais plus qui le disait, c'est une question de démocratie. Le journaliste, il est là pour défendre la démocratie, permettre aux citoyens d'être informés le mieux possible, en séparant, si possible, le fait du commentaire. Et à partir de ce moment-là, ben, voilà, tu joues ton rôle, quoi. Tu joues ton rôle de citoyenne et de journaliste. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Même si, bon, on sait très bien que ça n'a pas rien à voir. Et puis, voilà, Il y a plusieurs façons. C'est pas nouveau, il y a plusieurs façons de militer. Alice, il y a plusieurs façons de militer. Il y a, syndicalement, j'entends, hein, là, il y a des façons qui vous exposent publiquement, comme le fait d'être élu, délégué, le fait d'avoir des mandats régionaux, nationaux, etc. Et puis, il y a d'autres types de façons de militer qui consistent à travailler dans des groupes de travail sur certains dossiers en particulier. Par exemple, nous, nos permanences juridiques permettent de répondre à énormément de confrères et de consoeurs. Vous savez, on est ouvert toute la semaine, tout le temps, donc il faut bien canaliser un petit peu. Il y a aussi des commissions, par exemple, commission déontologie, commission précaire, commission, etc., qui sont des façons de travailler, et maintenant par Internet, c'est tellement beaucoup plus simple, on n'est pas forcément obligé de se voir, et qui sont du travail, comme le disait tout à l'heure assez bien Lise, 90% ne se voit pas, le travail de l'ombre. 90% donc il y a plusieurs façons de militer. Il faut prendre ou choisir ou élire celles ou celles qui vous conviennent le mieux, déjà de volonté et de goût, et puis ensuite de disponibilité. Donc je veux dire, quand on veut militer syndicalement, on n'est pas forcé de s'exposer urbi et orbi devant tout le monde. Deuxièmement, sur les journalistes engagés, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées là-dessus parce que, notamment à l'occasion des conflits sociaux, certains se permettaient de dire avec mépris, ce sont des journalistes engagés. Ben oui, et alors, le problème n'est pas d'être engagé, on a le droit d'être engagé. On a le droit de ne pas être engagé, on a le droit d'être engagé. Mais tant qu'on le dit honnêtement, tout va bien. Le problème réside dans les journalistes qui se disent neutres ou indépendants ou objectifs et qui sont en fait engagés complètement. Je ne citerai pas de nom par charité. Maintenant, quand on me pose cette question, je réponds toujours, la première des choses, c'est que j'aimerais bien que le journaliste soit engagé dans sa profession, avec sa déontologie et son éthique. Et ça, c'est le premier engagement. Et je rejoins Tristan. Merci Dominique. Peut-être Élise, pour le mot de la fin, parce qu'on approche de la fin. Simplement, moi, j'avais cru comprendre que Alice, c'était un engagement autre que autre que syndical, journaliste dont elle parlait. Sauf que j'ai mal compris. C'est vrai que c'est pas si simple d'être militant.
pour une cause, disons, qui concerne des acteurs locaux, et puis le lendemain d'aller à une conférence de presse avec les mêmes acteurs locaux. Là, c'est pas un engagement de militants journalistes, c'est un engagement de militants, je sais pas ce que c'est, hein, écolo ou autre. C'est sûr que on peut être l'essentiel, c'est de toujours réussir à être honnête et à réussir à donner la parole aussi à la contradiction. Sinon, c'est vrai qu'on devient uniquement un porte-voix. Donc, toujours avoir en tête d'être, évidemment, c'est impossible, enfin, c'est pas le but du tout d'être objectif, mais toujours à garder comment dire, pouvoir donner la parole à la contradiction, ça c'est important. Après, ce que tu peux faire aussi pour te protéger un petit peu, c'est essayer d'avoir d'un engagement militant de citoyenne visible sur des zones de territoire qui ne sont pas exactement les mêmes que celles où tu es journaliste. Parce que déjà, ça va réduire un petit peu, même si déontologiquement, légalement, on ne peut pas te le reprocher, c'est quand même plus facile je sais pas moi, d'être militant de 5 km à côté, quoi. Voilà, après, c'est du cas par cas. Et puis, j'ai rappelé dans le chat là, j'ai vu. collectif des journalistes, ça c'est quand même important de le rappeler. Voilà. Ben, merci beaucoup, ça m'aide beaucoup. Je suis contente d'avoir posé la question parce que ça fait plusieurs semaines que je me débatte. Et puis, il y a aussi l'engagement au niveau international. Le SNJ a fondé la Fédération internationale des journalistes en 1926, fédération qui est la plus grande instance de représentation des journalistes dans le monde, puisqu'elle a 600 000 adhérents dans 150 pays. Et on peut aussi, tout à l'heure, Pablo a un peu abordé le côté international, on peut aussi militer à la Fédération internationale des journalistes, on peut aussi travailler dans des commissions qu'elle a formées, etc. Je veux dire, là encore, il y a des possibilités de militantisme qui ne dépendent que du goût, de la volonté, de la disponibilité des personnes qui veulent pratiquer ce militantisme. D'accord. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va en rester là. On avait dit 1h30 et ça fait 1h30. Moi, je voulais vraiment vous remercier. Je sais que toutes et tous, vous êtes très, très pris en ce moment parce que les mobilisations sont nombreuses, intenses et variées. Donc, je sais que votre temps est précieux. Donc, merci beaucoup. On aura peut-être l'occasion de le refaire dans d'autres circonstances. Mais en tout cas, voilà, votre intervention nous est précieuse parce que voilà, on n'a pas toujours les bonnes réponses, on ne sait pas toujours comment faire. Enfin, je pense surtout beaucoup à la jeune génération et aux journalistes un peu militants ou aux nouvelles formes de journalisme qui s'expriment en ce moment et qui le font parfois un peu essuyer. Donc, c'est important que les syndicats soient là et puissent venir les défendre. On l'a bien vu dans la société. Un grand merci. Donc, merci beaucoup. Un grand merci pour l'organisation. Merci beaucoup. C'était bien. On aime bien rencontrer nos confrères, nos consoeurs et puis plus largement les citoyens. Voilà. Merci de nous en donner l'occasion. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci Céline. Merci beaucoup.